Je suspectais que mon mari mettait des somnifères dans mon thé. Ce soir-là, je l'ai servi pendant qu'il s'éloignait et j'ai fait semblant de m'endormir. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a laissé stupéfaite. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que David pouvait l'entendre de l'autre côté de la pièce. Je gisais là dans notre lit king size, essayant de garder ma respiration régulière et lente, regardant à travers des yeux à peine ouverts mon mari depuis 6 ans soulever délicatement les lames de parquet près de la fenêtre de notre chambre. Ce n'était pas le David que je connaissais. Ce n'était pas l'homme doux qui m'apportait du café tous les matins et m'embrassait le front avant que je ne parte au travail. La personne accroupie sur le sol de notre chambre bougeait avec la précision de quelqu'un qui l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Ses mains travaillaient rapidement et silencieusement, soulevant chaque planche sans faire le moindre bruit. Ce que j'ai vu ensuite a fait se glacer mon sang. Cachée sous le parquet de notre chambre se trouvait une boîte en métal de la taille d'une boîte à chaussures. David l'ouvrit comme s'il manipulait quelque chose de précieux. Et même dans la faible lumière de notre couloir, je pouvais voir qu'elle était remplie de papiers, de photographies, et de ce qui ressemblait à plusieurs petits livrets, des passeports, de multiples passeports. J'avais envie de crier. J'avais envie de sauter et d'exiger des réponses. Mais quelque chose au fond de mes entrailles me disait de rester parfaitement immobile, de continuer à faire semblant d'être inconsciente de tout ce qu'il m'avait mis dans mon thé. Parce que oui, j'avais raison à propos du thé. Le goût amer que j'avais ignoré pendant des semaines. La façon dont je tombais dans des sommeils si profonds que je ne me souvenais de rien jusqu'au matin. Le sentiment étrange que des choses avaient été déplacées dans notre maison pendant mon sommeil. David m'avait drogé. Mais en le voyant maintenant, en le regardant parcourir des documents et des photographies dans cette boîte cachée, j'ai réalisé que les somnifères n'étaient que le début. C'était quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus terrifiant que ce que j'avais imaginé. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment j'en suis arrivé là. Allongé dans mon propre lit, effrayé par mon propre mari. 3 heures plus tôt, j'étais assise à la table de la cuisine, fixant la tasse de thé à la camomille que David venait de me placer devant moi. C'était notre routine. Chaque soir à 21h, David me préparait une tasse de thé pendant que je terminais mes emails professionnels ou que je regardais la télévision. Il utilisait toujours la même tasse en céramique bleue, ajoutait toujours exactement une cuillère à café de miel, et attendait toujours à proximité jusqu'à ce que j'aie fini de la boire. Longue journée au bureau, demanda-t-il en s'asseyant sur la chaise en face de moi. Ses yeux bruns avaient l'air inquiets, attentionnés, les mêmes yeux qui m'avaient regardé avec amour le jour de notre mariage. Oui, le dossier Morrison nous pose des problèmes, répondis-je, en serrant la tasse chaude dans mes mains. Le thé sentait normal, floral et apaisant, comme toujours. Mais ces derniers temps, j'avais remarqué cette légère amertume, comme si quelqu'un y avait mélangé des médicaments. Tu devrais boire ça et te reposer, dit David, et j'ai perçu quelque chose dans sa voix. Était-ce de l'empressement? Tu as trop travaillé dernièrement. J'ai soulevé la tasse à mes lèvres, mais au lieu de boire, j'ai fait semblant de prendre une gorgée. David me regardait attentivement, et quand je n'ai pas avalé, j'ai vu un léger froncement de sourcils apparaître sur son visage. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec le thé? Demanda-t-il. Non, il est bon. Juste chaud. J'ai menti, en prenant une autre fausse gorgée. Cette fois, j'ai laissé une petite quantité toucher ma langue, et voilà. Ce goût chimique amer qui n'avait définitivement pas sa place dans un thé à la camomille. Mes mains ont commencé à trembler légèrement. Après des semaines de suspicion, j'avais enfin la preuve que quelque chose n'allait pas du tout. Je vais aux toilettes, dit David en se levant. Finis ton thé pendant que je suis absent. D'accord. Dès qu'il a quitté la cuisine, je me suis précipité vers l'évier et j'ai versé toute la tasse dans le drain. Ensuite, j'ai rapidement rempli la tasse avec de l'eau ordinaire et une petite quantité de miel pour caler l'air que j'avais bu. Mon cœur battait la chamade alors que j'entendais les pas de David revenir dans le couloir. Tout est fini, dis-je en lui montrant la tasse vide quand il est revenu. Bonne fille, dit-il, et quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule. Tu devrais aller au lit bientôt. Tu as l'air fatigué. Il avait raison. J'avais l'air fatigué. Mais ce soir, je n'allais pas laisser le médicament qu'il m'avait donné m'assommer. Ce soir, j'allais découvrir ce que mon mari faisait vraiment pendant mon sommeil. J'ai suivi notre routine habituelle avant de me coucher, me brossant les dents et enfilant mon pyjama pendant que David regardait la télévision en bas. Quand je suis monté au lit,
je me suis assuré de laisser la porte de notre chambre légèrement ouverte pour pouvoir entendre ses déplacements dans la maison. Vers 22h30, j'ai entendu David éteindre la télévision et monter. J'ai rapidement fermé les yeux et j'ai essayé de rendre ma respiration profonde et régulière, comme quand je dormais vraiment. David s'est tenu dans notre porte pendant ce qui m'a semblé une éternité, me regardant simplement. Puis il a murmuré mon nom. Sarah. Sarah, tu es réveillée. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé ma respiration régulière et mon corps complètement immobile. Il a dit mon nom plus fort. Sarah. Toujours rien de ma part. Finalement, je l'ai entendu s'éloigner, mais il n'est pas allé se coucher. Au lieu de cela, ses pas sont retournés en bas, et je l'ai entendu bouger dans son bureau à domicile. Pendant l'heure qui a suivi, je suis resté là à écouter David passer des appels téléphoniques. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais sa voix semblait différente, plus sérieuse, plus professionnelle que je ne l'avais jamais entendue. Parfois, il semblait parler avec un accent que je ne reconnaissais pas. Vers minuit, David est remonté. J'ai entendu qu'il s'arrêtait à nouveau devant notre chambre, puis il a doucement poussé la porte pour l'ouvrir plus grand. Mon cœur battait si fort, j'étais sûr qu'il pouvait voir ma poitrine bouger, mais je me suis forcé à rester parfaitement immobile. C'est là que David a fait quelque chose qui a tout changé. Au lieu de se coucher à côté de moi comme il l'avait fait chaque nuit pendant 6 ans, il s'est dirigé vers le côté de la fenêtre de notre chambre et s'est agenouillé sur le sol. J'ai entendu un léger bruit de grattement, comme du bois contre du bois. Et j'ai risqué d'ouvrir un tout petit peu les yeux. David était en train de soulever les lames du parquet. Et me voilà maintenant à regarder mon mari, l'homme que j'aimais, l'homme en qui j'avais confiance pour ma vie, sortir une boîte en métal remplie de secrets qui pouvaient détruire tout ce que je pensais savoir sur lui. Il tenait des photographies maintenant, et même si je ne pouvais pas les voir clairement, je pouvais dire que c'étaient des photos de femmes. Différentes femmes. Des femmes qui n'étaient pas moi. David a mis les photos de côté et a pris l'un des livrets format passeport. Il l'a ouvert et a étudié la page, puis a sorti son téléphone de sa poche. En utilisant la lampe de poche du téléphone, il a comparé quelque chose dans le passeport à quelque chose sur l'écran de son téléphone. C'est là que j'ai vu clairement son visage dans la lumière, et ce que j'y ai vu m'a terrifié plus que tout le reste de cette nuit. David souriait, pas le sourire chaleureux et aimant que je connaissais. C'était froid et calculateur, le sourire de quelqu'un qui était très satisfait de sa propre intelligence. C'était le sourire d'un étranger. Tandis que je le regardais remettre soigneusement tout dans la boîte et remplacer les lames du parquet, une pensée tournait sans cesse dans mon esprit. Qui était l'homme que j'avais épousé? Et qu'avait-il l'intention de me faire? 3 semaines plus tôt, j'étais juste Sarah Mitchell, une responsable marketing qui pensait que son plus gros problème était de décrocher le dossier Morrison. Je n'avais aucune idée que toute ma vie était construite sur des mensonges. Cela a commencé un mardi soir début mars. Je m'en souviens car je venais de rentrer d'une journée de travail particulièrement stressante et David préparait déjà le dîner dans la cuisine. L'odeur de sa célèbre sauce spaghetti remplissait notre petite maison sur Maple Street. Et tout semblait parfaitement normal. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda David, remuant la sauce d'une main tout en attrapant ma tasse préférée de l'autre. Même après 6 ans de mariage, il me préparait toujours mon thé chaque soir sans que j'aie à le demander. Épuisant, dis-je en déposant mon sac par terre près du comptoir de la cuisine. Les gens de Morrison veulent changer toute leur stratégie de campagne 3 semaines avant le lancement. Emma et moi avons passé 4 heures en réunion aujourd'hui pour essayer de trouver comment y arriver. David hocha la tête avec sympathie en remplissant la bouilloire d'eau. Ça a l'air terrible. Heureusement que tu as ton thé pour t'aider à te détendre. Je lui ai souri. David avait toujours été attentionné comme ça, se souvenant des petites choses qui me rendaient heureuse. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il a appris que j'aimais le thé à la camomille avant de dormir, et il me le préparait depuis. Ce soir-là, j'ai bu mon thé pendant que nous regardions un film ensemble sur le canapé. David avait son bras autour de moi, et je me sentais en sécurité et aimé comme je le faisais toujours avec lui. Mais à mi-chemin du film, j'ai commencé à me sentir incroyablement somnolente. Je crois que je dois aller me coucher, marmonnai-je, mes mots semblant épais et lourds dans ma bouche. Bien sûr, ma chérie, tu as eu une longue journée, dit David en m'aidant à me lever du canapé. Je monte dans un petit moment. Je me souviens à peine d'être monté. La chose suivante que je savais, c'était le matin et mon réveil sonnait. Je me sentais groggy et confuse,
comme si je me réveillais du sommeil le plus profond de ma vie. « Bonjour, ma belle », dit David à mes côtés. Il était déjà habillé pour le travail, ce qui était étrange car il dormait généralement plus tard que moi. « À quelle heure es-tu allé au lit ?» demandai-je en me frottant les yeux. « Oh, vers 11 heures, dit-il de manière décontractée. Tu dormais si profondément, je ne voulais pas te réveiller. Quelque chose ne semblait pas normal, mais je ne pouvais pas mettre le doigt sur ce que c'était. Je suis allé à la salle de bain et j'ai remarqué que mon téléphone était sur la table de chevet, mais j'aurais juré l'avoir laissé charger sur la commode, et mon ordinateur portable, que je laissais toujours ouvert sur le bureau, était fermé. « David », appelai-je. « As-tu déplacé mes affaires la nuit dernière ?»« Quelles affaires ?» me répondit-il en criant d'en bas. « Mon téléphone et mon ordinateur portable. Ils ne sont pas là où je les ai laissés. Tu étais assez fatiguée, Sarah. Tu as probablement juste oublié où tu les as mis. Peut-être avait-il raison. J'étais épuisé ces derniers temps, travaillant de longues heures sur le dossier Morrison. Il était logique que je sois plus oublieuse que d'habitude. Mais au cours des jours suivants, cela a continué. Chaque nuit, je buvais mon thé, je tombais dans un sommeil impossiblement profond, et je me réveillais en me sentant comme si j'avais été inconsciente plutôt que juste endormie. Et chaque matin, je trouvais de petites choses déplacées dans notre chambre. Mon sac serait dans une position légèrement différente. Mes documents de travail seraient mélangés. Une fois, j'ai trouvé mon ordinateur portable tiède au toucher le matin, même si j'étais sûr de l'avoir éteint la veille au soir. Je crois que je perds la tête, ai-je dit à ma meilleure amie, Emma, pendant le déjeuner la semaine suivante. Nous étions assises à notre endroit habituel dans le petit café près de notre bureau, et je picorais ma salade en essayant d'expliquer les sentiments étranges que j'avais. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Emma, ses yeux sombres remplis d'inquiétude. « J'ai l'impression que quelqu'un fouille dans mes affaires pendant que je dors, mais c'est fou, n'est-ce pas? Il n'y a que David et moi dans la maison. » Emma fronça les sourcils. « Ça ne me semble pas fou. »« Quel genre d'affaires ? » ?»« Mon ordinateur portable, mon sac, des documents de travail, des petites choses. Et je dors tellement profondément ces derniers temps que je ne me souviens de rien entre le moment où je me couche et celui où mon réveil sonne. À quel point profondément? J'y ai réfléchi. Comme si David pouvait faire exploser des feux d'artifice dans notre chambre et que je ne me réveillerais pas. Ce n'est pas normal, Emma. Je n'ai jamais été une dormeuse aussi lourde. Emma a posé son sandwich et m'a regardé sérieusement. Sarah, quand cela a-t-il commencé? Il y a environ 3 semaines. Juste au moment où j'ai commencé à travailler sur le dossier Morrison. Et tu es sûr que rien d'autre n'a changé? Pas de nouveaux médicaments? Pas de changement dans ta routine? J'ai secoué la tête, puis je me suis arrêté. Eh bien, David me fait monter tous les soirs, mais il a toujours fait ça. Ce n'est pas nouveau. Quelque chose a clignoté sur le visage d'Emma, mais elle n'a rien dit tout de suite. Quoi? Demandai-je. Probablement rien, dit-elle prudemment. Mais peut-être que tu devrais faire attention à ce que tu ressens après avoir bu le thé, juste pour écarter toute allergie ou quoi que ce soit. Ce soir-là, j'ai fait attention. J'ai remarqué que le thé avait un goût légèrement différent de d'habitude. Il y avait une légère amertume que j'avais ignorée. Et dans les 30 minutes suivant la fin de la tasse, j'avais l'impression d'avoir du mal à garder les yeux ouverts. Mais la chose la plus troublante s'est produite vers 2 heures du matin. Je me suis réveillé brièvement, juste quelques secondes, et j'ai juré avoir entendu la voix de David venir d'en bas. Il parlait à quelqu'un, mais sa voix semblait différente, plus tranchante, plus sérieuse que je ne l'avais jamais entendue. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je lui ai demandé. « Tu étais au téléphone la nuit dernière ?» David a semblé surpris. « Non. »« Pourquoi ? » ?»« Je pensais t'avoir entendu parler à quelqu'un. »« Tu devais rêver, ma chérie. Je suis allé me coucher juste après toi. Mais je savais ce que j'avais entendu. Et pour la première fois au cours de notre mariage de 6 ans, je commençais à me demander si mon mari me mentait. L'idée m'est venue lors d'un autre déjeuner d'Emma sans sommeil. Nous étions de retour à notre café habituel, mais cette fois, je pouvais à peine manger quoi que ce soit. Mon estomac était noué par 2 semaines de suspicion croissante envers David. J'ai besoin de savoir avec certitude, dis-je à Emma, en remuant mon sandwich intact sur mon assiette. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à me demander si je deviens folle ou si quelque chose se passe vraiment.
Emma s'est penchée en avant, baissant la voix. Qu'est-ce que tu penses? Je veux m'enregistrer en dormant, installer mon téléphone pour filmer la chambre, et voir ce qui se passe après que j'ai bu le thé. Sarah, c'est... Emma a fait une pause, réfléchissant. En fait, c'est vraiment intelligent. Si rien ne se passe, tu sauras que tu es juste stressé et peut-être que tu pourras obtenir de l'aide pour ton insomnie. Mais si quelque chose se passe, alors j'aurai des preuves. J'ai terminé. Ce soir-là, je me suis senti comme si je me préparais pour la performance la plus importante de ma vie. J'ai installé mon téléphone sur la commode, incliné de manière à pouvoir capturer la majeure partie de notre chambre. Je me suis assuré qu'il était branché pour que la batterie ne meure pas, et j'ai commencé l'enregistrement juste avant que David ne m'apporte mon thé. Tiens, chérie, dit-il en me tendant la tasse bleue familière. Du miel supplémentaire ce soir. Tu as l'air d'en avoir besoin. Je me suis forcé à sourire et à boire le thé normalement, même si chaque gorgée de ce liquide amer me donnait envie de vomir. En 20 minutes, la lourde somnolence familière a commencé à tirer sur mes paupières. Je suis tellement fatigué, marmonnai-je, ce qui n'était pas un jeu d'acteur du tout. Dors bien, chérie, dit David en m'embrassant le front. Je monte bientôt. La dernière chose dont je me souviens est de David éteignant la lumière de la chambre. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, David était déjà parti. Il avait laissé un mot disant qu'il avait une réunion matinale et qu'il reviendrait cet après-midi. Mes mains tremblaient alors que j'arrêtais l'enregistrement sur mon téléphone et que je voyais qu'il avait capturé plus de 8 heures de métrage. J'ai accéléré la première heure, me regardant me retourner avant de devenir complètement immobile. Puis, vers minuit, David est apparu dans le cadre. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. David n'est pas simplement venu se coucher comme il me l'avait dit. Au lieu de cela, il s'est tenu au-dessus de moi pendant plusieurs minutes, disant mon nom et secouant même doucement mon épaule. Quand je n'ai pas du tout répondu, il a souri. Ce même sourire froid que je verrai plus tard lorsqu'il ouvrirait sa boîte secrète. Puis David a quitté la pièce et je me suis vu rester là comme un cadavre pendant encore 1 heure avant qu'il ne revienne. Cette fois, il portait mon sac. J'ai regardé avec horreur mon mari s'asseoir sur le bord de notre lit et fouiller dans chaque article de mon sac. Il a photographié mon permis de conduire avec son téléphone. Il a noté des informations sur mes cartes de crédit. Il a même ouvert mon badge de travail et pris des photos des deux côtés. Mais ce n'était pas le pire. Après avoir fouillé mon sac, David s'est dirigé vers mon ordinateur portable sur le bureau. Je l'ai vu l'ouvrir. D'une manière ou d'une autre, il connaissait mon mot de passe et a passé près d'1 heure à parcourir mes fichiers. Il a pris des photos de documents de travail, copié des informations de mon email, et a même accédé à mes relevés bancaires en ligne. Pendant tout ce temps, je suis restée complètement inconsciente, totalement impuissante, pendant que mon mari violait chaque aspect de ma vie privée. Vers 3 heures du matin, David a passé un appel téléphonique. Il parlait doucement, mais mon téléphone avait capturé une partie de l'audio. J'ai augmenté le volume au maximum et j'ai écouté attentivement. Le calendrier est toujours bon. David disait, j'aurai tout ce dont j'ai besoin dans les 2 prochaines semaines. Non, elle ne suspecte rien. Le médicament fonctionne parfaitement. Oui, je comprends les risques, mais celle-ci est différente. Elle a accès à plus de ressources que les autres. Les autres? Quels autres? La voix de David continuait, mais il parlait si doucement que je ne pouvais pas distinguer le reste de la conversation. Quand il a raccroché, il a tout remis exactement là où il l'avait trouvé, m'a embrassé le front à nouveau, et s'est couché à côté de moi comme si de rien n'était. Je me suis assise sur mon lit ce matin-là, fixant l'écran de mon téléphone, sentant mon monde entier s'effondrer. L'homme que j'avais épousé depuis 6 ans, l'homme que j'aimais et en qui j'avais totalement confiance, avait systématiquement collecté mes informations personnelles tout en me maintenant inconsciente avec une sorte de drogue. Mais pourquoi? Que comptait-il faire de mes numéros de carte de crédit et de mes documents de travail? Et qui étaient les autres qu'il avait mentionnés au téléphone? J'ai pensé à appeler la police, mais que leur dirais-je? Que mon mari a fouillé dans mon sac, qu'il a utilisé mon ordinateur portable. Techniquement, nous étions mariés. Mes affaires n'étaient-elles pas ses affaires aussi? Non. J'avais besoin de plus d'informations avant de pouvoir aller voir les autorités. J'avais besoin de comprendre ce que David prévoyait vraiment. J'ai appelé Emma et je lui ai demandé de me rencontrer pour un café pendant sa pause déjeuner. J'ai l'enregistrement, lui ai-je dit dès qu'elle s'est assise.
Et Emma, c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Je lui ai montré les images sur mon téléphone, la voyant pâlir alors qu'elle voyait David fouiller dans mes affaires. Sarah, ce n'est pas juste un comportement bizarre, dit Emma lorsque la vidéo s'est terminée. C'est criminel. Il te drogue et vole tes informations personnelles. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir de mes numéros de carte de crédit? Il a accès à tous nos comptes de toute façon. Emma fut silencieuse un long moment et je pouvais voir son esprit travailler. Sarah, dit-elle enfin, je pense que tu dois considérer la possibilité que David ne soit pas qui tu penses qu'il est. Emma n'a pas perdu de temps. Le matin après que je lui ai montré l'enregistrement, elle a prétendu être malade et a passé toute la journée à fouiller dans le passé de David. Ce qu'elle a trouvé a tout rendu tellement pire. Nous devons nous rencontrer quelque part en privé, dit Emma au téléphone cet après-midi-là. Sa voix semblait tremblante, ce qui m'a effrayé car Emma n'était jamais tremblante pour quoi que ce soit. Peux-tu t'éloigner de la maison? J'ai dit à David que j'allais faire des courses et j'ai rencontré Emma à Riverside Park, à environ 20 minutes de notre quartier. Elle était assise sur un banc surplombant la rivière Willilt, un épais dossier sur ses genoux. Sarah, assieds-toi, dit-elle en me voyant approcher. Ce que je vais te dire va être très difficile à entendre. Mes jambes sont devenues faibles quand je me suis assise à côté d'elle. Que as-tu trouvé? Emma a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs pages imprimées. J'ai commencé par les bases. L'historique d'emploi de David, son numéro de sécurité sociale, ses dossiers universitaires, des choses qui devraient être faciles à vérifier pour quelqu'un que tu as épousé depuis 6 ans. Elle m'a tendu la première page. C'était une impression du site web de Cascade Software Solutions, l'entreprise où David prétendait travailler. Je les ai appelés ce matin et j'ai demandé à parler à David Mitchell du département de développement, dit Emma. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu d'employé portant ce nom. J'ai fixé la page, confuse. C'est impossible. David va au travail tous les jours. Il reçoit des chèques de paie. Il parle de ses collègues. Je sais que c'est difficile, mais continue d'écouter, dit Emma doucement. J'ai aussi fait une vérification d'antécédents en utilisant l'un de ses services en ligne. Sarah, le numéro de sécurité sociale de David ne correspond pas à son nom dans la base de données gouvernementale. Elle m'a montré une autre impression. Et regarde ceci. J'ai cherché David Mitchell sur toutes les plateformes de médias sociaux auxquelles je pouvais penser. Ses profils Facebook, Instagram et LinkedIn montrent tous la même chose. Ils ont tous été créés il y a 7 ans. Pas mis à jour il y a 7 ans. Créés il y a 7 ans. Mes mains tremblaient en regardant les preuves. Il y a 7 ans, mais nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans. Exactement. Ce qui signifie que David a créé toute son identité en ligne 1 an avant de te rencontrer. Sarah, je ne pense pas que David Mitchell soit même son vrai nom. Je me sentais sur le point de vomir. Ça ne peut pas être vrai. Nous avons un certificat de mariage. Nous avons fait nos déclarations d'impôts ensemble. Comment a-t-il pu falsifier tout ça? Emma a sorti d'autres papiers. Le vol d'identité est plus courant que tu ne le penses, surtout quand quelqu'un a les compétences et les ressources nécessaires. Regarde ceci. Elle m'a montré une impression du département des véhicules motorisés de l'Oregon. J'ai demandé à ma cousine qui travaille au DMV de rechercher le permis de conduire de David. La photo correspond à l'homme que tu as épousé, mais le permis a été délivré il y a 7 ans en remplacement d'un permis perdu. Il n'y a aucune trace de David Mitchell ayant un permis en Oregon avant cette date. Qu'en est-il des autres États? J'ai vérifié. Aucun David Mitchell correspondant à sa description ou à son âge approximatif n'a jamais détenu de permis de conduire à Washington, en Californie, en Idaho ou au Nevada. C'est comme s'il n'existait pas avant il y a 7 ans. J'avais du mal à respirer. Emma, qu'est-ce que tu dis? Je dis que l'homme que tu as épousé vit sous une fausse identité depuis avant de te rencontrer. Et d'après cet appel téléphonique que tu as enregistré, je ne pense pas que tu sois sa première victime. Le mot victime m'a frappé comme un coup physique. Victime de quoi? Emma a hésité, puis a sorti un autre papier. J'ai également fait quelques recherches sur la fraude matrimoniale et le vol d'identité. Sarah, il existe des groupes organisés qui ciblent les femmes prospères. Ils les épousent, volent leurs identités et leurs actifs, puis disparaissent. Le FBI les appelle des arnaqueurs romantiques. Mais ils sont en réalité beaucoup plus sophistiqués que cela.
Elle a pointé du doigt un article qu'elle avait imprimé du site web du FBI. Regarde ce schéma. Ils créent de fausses identités, passent des mois ou des années à établir des relations avec leurs cibles, puis collectent systématiquement des informations personnelles tout en gardant leurs victimes inconscientes de ce qui se passe. Les somnifères, ai-je murmuré. Exactement. C'est le moyen idéal d'accéder à tout ce dont ils ont besoin sans que la victime ne le sache. Informations bancaires, numéro de sécurité sociale, identifiants professionnels, contacts familiaux, tout ce dont quelqu'un aurait besoin pour voler complètement la vie d'une autre personne. J'ai pensé à l'appel téléphonique de David, à lui mentionnant les autres et parlant d'un calendrier. Emma, tu penses qu'il l'a déjà fait? Je pense que c'est très possible. Et Sarah, je pense que tu pourrais être en grave danger. Nous sommes restés silencieuses pendant quelques minutes, regardant la rivière couler pendant que j'essayais de digérer tout ce qu'Emma m'avait dit. Mon mariage entier était un mensonge. L'homme que j'aimais n'existait même pas, qu'est-ce que je fais? Ai-je finalement demandé. D'abord, nous allons à la police. C'est bien au-delà de ce que nous pouvons gérer seuls. Mais et s'il ne me croit pas? Et s'il pense que je suis juste une femme paranoïaque? Emma m'a serré la main. Tu as des preuves, Sarah. L'enregistrement, la vérification d'antécédents, toutes ces recherches. Et si David a vraiment l'intention de faire quelque chose, nous avons besoin de l'intervention des forces de l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? L'expression d'Emma était sombre. Je ne sais pas. Mais les gens qui se donnent autant de mal pour voler des identités ne prévoient généralement pas de partir tranquillement. Ils prévoient de disparaître complètement. Et ils ne peuvent pas se permettre de laisser des témoins derrière eux. Les implications de ce qu'elle disait m'ont frappé comme un camion. David ne volait pas seulement mon identité. Il pourrait avoir l'intention de me tuer. Il y a autre chose, dit Emma doucement. Ce soir, je pense que tu devrais le tester une dernière fois. Mais cette fois, nous serons prêts à tout ce qu'il fera. Ce soir-là, Emma a garé sa voiture à 3 pâtés de maison de notre maison et a marché à travers les bois derrière notre quartier pour se positionner là où elle pouvait voir la fenêtre de notre chambre. Nous avions convenu d'un signal. Si j'étais en danger immédiat, j'allumerais et éteindrais ma lampe de chevet 3 fois. Le détective James Parker, qu'Emma avait contacté cet après-midi-là, était sceptique, mais a accepté de faire patrouiller une voiture de police dans le secteur. Nous aurons besoin de preuves concrètes d'un crime avant de pouvoir procéder à une arrestation, nous avait-il dit. Mais si votre mari a vraiment l'intention de faire quelque chose, ce soir pourrait nous donner ce dont nous avons besoin. J'ai suivi ma routine habituelle, essayant d'agir naturellement tandis que mon cœur battait dans ma poitrine. David semblait plus détendu que d'habitude, presque joyeux alors qu'il préparait le dîner et me demandait comment s'était passée ma journée. Tu sembles heureuse ce soir, ai-je observé, le regardant fredonner pendant qu'il cuisinait. Je pense juste à l'avenir, dit-il avec ce sourire qui me donnait maintenant la chair de poule. J'ai le sentiment que les choses vont changer pour nous très bientôt. Quand 21h est arrivé, David m'a apporté mon thé à l'heure prévue. J'avais pratiqué ce moment toute l'après-midi. Comment faire semblant de boire tout en laissant le liquide s'accumuler dans mes joues, puis en avalant juste assez pour goûter à l'amertume, mais pas assez pour m'assommer. Bois, ma chérie, dit David, me regardant plus attentivement que d'habitude. Tu vas avoir besoin de te reposer. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a donné des frissons dans le dos. J'ai fait semblant de boire le thé pendant que David s'asseyait en face de moi, et j'ai remarqué qu'il ne cessait de regarder sa montre. Je me sens déjà fatigué, ai-je dit après quelques minutes, ce qui n'était pas entièrement du théâtre. Même la petite quantité que j'avais avalée me rendait somnolente. Bien, dit David. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose de final. Pourquoi ne pas monter te coucher? Je monte dans un petit moment. Je suis monté et me suis couché, laissant notre porte légèrement ouverte, comme la nuit précédente. Mais cette fois, j'ai lutté contre la somnolence, me pinçant et me mordant la langue pour rester consciente. Vers 23h30, j'ai entendu les pas de David dans les escaliers. Il s'est tenu dans notre porte pendant longtemps, puis a appelé mon nom plusieurs fois. Quand je n'ai pas répondu, il s'est approché du lit et a effectivement soulevé ma paupière pour vérifier si j'étais inconsciente. Satisfait que je dormais, David a quitté la pièce. Mais au lieu d'aller dans son bureau comme avant, j'ai entendu qu'il allait dans notre chambre d'amis. Il y a eu le bruit de quelque chose de lourd qui était déplacé.
puis les pas de David sont revenus dans notre chambre. Ce qui s'est passé ensuite fut encore plus terrifiant que ce que j'avais imaginé. David s'est dirigé droit vers la fenêtre et a commencé à soulever les lames du parquet, tout comme je le verrai 3 semaines plus tard. Mais cette fois, je pouvais tout voir clairement alors qu'il ouvrait cette boîte en métal. La première chose qu'il a sortie fut une épaisse liasse de billets, plus d'argent que je n'en avais jamais vu en un seul endroit. Puis sont venus les passeports, et je pouvais voir qu'il y en avait au moins 5, tous avec la photo de David, mais des noms différents. Mais ce sont les photographies qui m'ont donné envie de crier. David a étalé une collection de photos sur le sol de notre chambre, et j'ai pu voir que c'étaient des photos de femmes, différentes femmes, toutes à peu près de mon âge, toutes avec des cheveux foncés comme les miens. Certaines des photos semblaient avoir été prises à l'insu des femmes. Des clichés d'elles quittant le travail, montant dans des voitures, entrant dans des maisons. Une photo m'a glacé le sang. C'était une coupure de journal avec le titre « Femme locale disparue ». La photo montrait une brune souriante nommée Jennifer Walsh de Seattle. Selon l'article, elle avait disparu sans laisser de traces il y a 2 ans, laissant derrière elle une carrière marketing réussie et une maison qui a été retrouvée vidée de toutes ses valeurs. David a sorti son téléphone et a passé un appel, parlant avec cet accent étrange que j'avais déjà entendu. « Tout est dans les temps », dit-il doucement. « Les comptes sont prêts pour le transfert, et j'ai toute la documentation dont j'ai besoin. Oui, je comprends le calendrier. Le vol est réservé pour jeudi. Non, il n'y aura pas de boulage cette fois. J'ai appris de mes erreurs à Seattle. Seattle, où Jennifer Walsh avait disparu. » David a continué à parler, et j'ai attrapé des fragments qui ont fait battre mon cœur plus vite. La maison sera vidée mercredi. Faites-la passer pour une personne partie volontairement. Nouvelle identité déjà établie à Portland. Portland. Il prévoyait de refaire cela dans ma ville à une autre femme, mais d'abord, il devait se débarrasser de moi. David a terminé l'appel et a sorti ce qui ressemblait à des billets d'avion. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir que c'était des billets aller simples pour quelque part à l'international, datés de jeudi, seulement 3 jours plus tard. Puis David a fait quelque chose qui a confirmé mes pires craintes. Il a sorti un petit flacon en verre rempli de liquide clair et une seringue. « Désolé, Sarah », a-t-il murmuré à mon corps supposé inconscient. « Mais tu as servi à quelque chose. Jeudi matin, tu vas avoir un accident très malheureux. » Je suis resté figé de terreur tandis que David remettait soigneusement le flacon et la seringue dans la boîte. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Jeudi matin n'était plus que 2 jours. Quoi que David ait prévu, je manquais de temps. Après que David ait remis les lames du parquet et soit allé se coucher, j'ai attendu d'entendre sa respiration régulière avant de tendre prudemment mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine taper le message texte à Emma. Appelle le détective Parker maintenant. David a du poison, il prévoit de me tuer jeudi. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Chaque fois que David bougeait dans le lit à côté de moi, je me demandais s'il avait changé d'avis quant à attendre jeudi. Quand le matin est arrivé, j'ai dû prétendre que tout était normal pendant que mon mari, mon futur meurtrier, me préparait du café et m'embrassait pour me dire au revoir. Je travaillerai tard ce soir, dit David en se dirigeant vers la porte. Ne m'attends pas. Dès que sa voiture a quitté notre allée, Emma et le détective Parker étaient à ma porte d'entrée. Montre-moi tout, dit le détective Parker sans perdre de temps en banalité. Je les ai conduits à l'étage dans notre chambre et j'ai pointé du doigt la zone près de la fenêtre. Les lames du parquet sont juste là. Ils cachent tout en dessous. Le détective Parker s'est agenouillé et a soigneusement soulevé les lames, révélant la boîte en métal exactement là où je savais qu'elle serait. Quand il l'a ouverte, même lui a eu l'air choqué par ce que nous avons trouvé. « Jésus » a-t-il murmuré, sortant la liasse de billets. « Il doit y avoir 20 000 $. » Mais ce sont les autres contenus qui ont vraiment attiré son attention. Outre les faux passeports et les photographies de femmes, il y avait des dossiers détaillés sur chaque victime. Jennifer Walsh de Seattle était là, ainsi que 3 autres femmes de différentes villes. Lisa Chen de San Francisco, Maria Rodriguez de Phoenix et Amanda Foster de Denver. « Regarde ceci », dit le détective Parker, tenant un dossier portant mon nom. À l'intérieur, il y avait tout. Des copies de mon certificat de naissance, de ma carte de sécurité sociale, de mes informations bancaires, de mes identifiants professionnels, même des photos de moi que je n'avais jamais vues auparavant. Il planifie ça depuis des mois, dit Emma, en parcourant les papiers.
Peut-être plus longtemps. Le détective Parker a trouvé quelque chose d'autre qui m'a fait mal au ventre. Un calendrier détaillé écrit de la main de David. Il décrivait son plan complet, de l'établissement de la confiance au transfert d'actifs, en passant par une étape intitulée « Nettoyage final », jeudi. Nous devons l'attraper en flagrant délit, dit le détective Parker. Sarah, je sais que c'est terrifiant, mais nous avons besoin que tu l'affrontes ce soir. Nous te équiperons de micros et aurons des agents positionnés autour de la maison. Et s'il essaie de me tuer plus tôt ? Demandai-je. Nous ne le permettrons pas. Dès qu'il fera un mouvement menaçant, nous serons là. Ce soir-là a semblé le plus long de ma vie. Le détective Parker avait caché de minuscules microphones dans mes vêtements et positionné des agents dans des voitures banalisées dans tout notre quartier. Emma était dans une fourgonnette en bas de la rue, surveillant tout. David est rentré vers 20h avec des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré. Je pensais que nous pourrions avoir un bon dîner ensemble, dit-il, semblant plus détendu que je ne l'avais vu depuis des semaines. Juste nous deux. Nous avons mangé en silence relatif et je pouvais à peine goûter la nourriture. David ne cessait de regarder sa montre et semblait excité par quelque chose. David, dis-je enfin, je dois te demander quelque chose. Bien sûr, ma chérie, qu'est-ce que c'est ? J'ai pris une profonde inspiration. Je sais pour les somnifères. La fourchette de David s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Pendant une seconde, son masque s'est fissuré et j'ai vu quelque chose de froid et de dangereux briller dans ses yeux. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il prudemment. Le goût amer de mon thé. La façon dont je dormais si profondément. Je sais que tu me drogues. David a posé sa fourchette et a étudié mon visage. Sarah, tu as été sous beaucoup de stress ces derniers temps. Peut-être que tu devrais consulter un médecin. J'ai déjà des preuves, dis-je, sortant mon téléphone. Je t'ai enregistré en train de fouiller dans mes affaires pendant que j'étais inconsciente. Cette fois, l'expression de David a complètement changé. Le mari aimant a disparu, remplacé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas du tout. Tu m'as enregistré ? Sa voix était différente maintenant, plus dure, avec des traces de cet accent que j'avais entendu lors de ses appels téléphoniques. Je sais pour les faux passeports, David. Je sais pour Jennifer Walsh et les autres femmes. Je sais que tu prévois de me tuer jeudi. David s'est levé lentement, les mains serrées en poing. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire, Sarah. Alors dis-le-moi, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Dis-moi qui tu es vraiment. David a ri, mais il n'y avait aucune gaieté dans son rire. Tu veux savoir qui je suis ? Je suis quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait. Et ce que je fais, c'est prendre tout des femmes comme toi. Ton argent, ton identité, ta vie, et ensuite je disparais. Combien de femmes as-tu tué ? Assez, dit David froidement. Et tu allais être la dernière. Je prévoyais de prendre ma retraite après ce travail, mais maintenant. Il a commencé à marcher vers moi, et j'ai pu voir le calcul dans ses yeux. Maintenant, je vais devoir improviser. David a fait un autre pas vers moi, et j'ai pu le voir fouiller dans sa poche. C'est à ce moment-là que la voix du détective Parker a crépité à travers les haut-parleurs cachés que la police avait placés dans notre maison. David Mitchell, ou qui que tu sois vraiment, voici le département de police de Portland. La maison est encerclée. Éloignez-vous de Sarah et mettez vos mains là où nous pouvons les voir. David s'est figé, sa main toujours dans sa poche. Pendant un moment, la confusion a traversé son visage alors qu'il regardait autour de notre salle à manger, essayant de comprendre d'où venait la voix. Tu m'as tendu un piège, dit-il, se retournant vers moi avec une haine pure dans les yeux. Je me suis protégé, répondis-je, surprise par la stabilité de ma voix. Quelque chose que tu n'as jamais donné à Jennifer Walsh ou aux autres la chance de faire. La porte d'entrée a éclaté, et le détective Parker y est entré en courant avec 3 autres officiers, leurs armes pointées. Les mains en l'air maintenant. David a lentement levé les mains, mais j'ai pu voir qu'il calculait, cherchant une voie d'évasion. Vous n'avez rien contre moi, dit-il calmement. Je suis le mari de Sarah. Nous étions juste en train de discuter. Nous avons tout contre toi, dit le détective Parker, gardant son arme braquée sur David. Les faux passeports, les identités volées, les plans détaillés pour assassiner ta femme. Et grâce au micro qu'elle porte, nous venons de t'entendre t'avouer coupable de plusieurs meurtres. C'est là que David a fait son mouvement.
Il s'est soudainement lancé vers la porte arrière, mais l'officier Martinez était déjà là, lui bloquant le passage. David a fait un tour sur lui-même et a essayé de courir vers les escaliers, mais le détective Parker l'a plaqué avant qu'il ne puisse les atteindre. « Laissez-moi partir », cria David alors qu'il le menottait, et pour la première fois, j'ai entendu son véritable accent clairement. Il semblait être de l'Europe de l'Est, peut-être russe. « Tu ne comprends pas ce à quoi tu as affaire. »« Nous comprenons parfaitement », dit le détective Parker. « Tu es en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre, vol d'identité, fraude, et nous allons ajouter beaucoup plus d'accusations une fois que nous aurons fini d'enquêter sur tes autres victimes. » Pendant qu'ils emmenaient David, il s'est retourné pour me regarder une dernière fois. « Ce n'est pas fini, Sarah. Les gens comme moi, ils ont des amis. Ils ont des ressources. Tu ne seras jamais en sécurité. »« Oui, elle le sera, » dit fermement le détective Parker. « Parce que les gens comme toi font toujours la même erreur. Tu penses être plus intelligent que tout le monde, mais tu ne le es pas. Vous n'êtes que des criminels, et les criminels se font attraper. » Les quelques heures suivantes ont été un tourbillon d'interrogatoires de police, de collecte de preuves et d'appels téléphoniques. Emma est restée avec moi tout le temps, me tenant la main pendant que je donnais ma déposition et que je répondais à ce qui semblait être des centaines de questions. Le détective Parker m'a dit que le vrai nom de David était Victor Petro et qu'il était recherché par le FBI en lien avec au moins 6 affaires similaires à travers le pays. Les femmes que j'avais vues sur ces photographies n'étaient pas seulement des victimes. Elles étaient toutes mortes, tuées après que Victor eut volé leur identité et vidé leur compte bancaire. « Tu as sauvé ta propre vie ce soir », m'a dit le détective Parker. « Mais tu nous as aussi aidé à attraper quelqu'un qui détruit des familles depuis plus d'une décennie. » Le procès a duré 8 mois. Victor a essayé de prétendre qu'il n'était qu'un escroc, pas un tueur, mais les preuves étaient accablantes. Le FBI avait trouvé des corps dans 3 États différents, toutes des femmes qui avaient été mariées à Victor sous différents noms. Le poison dans ce flacon correspondait à la substance trouvée dans le corps de Jennifer Walsh lorsqu'il a finalement été découvert dans un lac près de Seattle. Victor a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai déménagé à San Diego 6 mois après la fin du procès. Je ne pouvais pas rester à Portland. Je ne pouvais pas vivre dans cette maison où j'avais découvert que tout mon mariage était un mensonge. Emma m'a aidé à faire mes bagages et nous avons conduit le long de la côte ensemble, nous arrêtant à chaque belvédère panoramique pour prendre des photos et nous rappeler que le monde était toujours beau. Il a fallu 2 ans de thérapie avant que je puisse dormir toute la nuit sans cauchemar. Il a fallu 3 ans avant que je puisse boire du thé à nouveau. Et il a fallu 4 ans avant que je sois prête à faire confiance à une autre personne suffisamment pour avoir un rendez-vous. Mais j'ai survécu. Et plus important encore, j'ai appris que j'étais plus forte que je ne le pensais jamais. Aujourd'hui, je travaille avec la division des services aux victimes du FBI, aidant d'autres femmes qui ont été ciblées par des escrocs romantiques et des voleurs d'identité. Je partage mon histoire lors de conférences et de groupes de soutien. Et j'ai aidé à attraper 3 autres criminels qui utilisaient les méthodes de Victor. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir épousé Victor, si je souhaite ne jamais l'avoir rencontré. La réponse est compliquée. Je regrette la douleur et la peur, mais je ne regrette pas d'être devenue la personne que je suis maintenant. Je suis plus forte, plus consciente et plus déterminée à aider les autres que je ne l'ai jamais été. Victor s'est trompé sur une chose. Cette histoire était terminée au moment où ses menottes ont cliqué. Il passe le reste de sa vie dans une cellule en béton pendant que je vis librement, aidant d'autres femmes à retrouver leur vie.